Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sur le terrain de Jumpstart Studio. Du coup, avant de te présenter mon invité du jour, je vais me présenter moi. Donc, je suis Jordan, le fondateur de l'agence Jumpstart Studio. On est une agence de production de contenu et de gestion de réseaux sociaux basée à Lyon. Aujourd'hui, une équipe de 8 collaborateurs et dans ce podcast, l'objectif, c'est de vous apporter des infos sur nos métiers avec des différents intervenants. Il y a certains podcasts où on échange, en fait, notre équipe échange sur des sujets plus globaux et il y a une autre typologie d'émission dans laquelle j'invite des personnalités, des gens de mon réseau que je connais et que je côtoie. Et aujourd'hui, du coup, je suis avec Abdou Diallo, que j'ai eu l'occasion de côtoyer lors d'une expérience passée à l'OL. Exactement. Qui va nous parler un petit peu plus vidéo, mais plutôt axé télé, puisque c'est ton métier de base. Exactement. Quelque chose que nous, on ne connaît pas et qu'on ne fait pas forcément chez Jumpstart Studio. Abdou, déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, etc. etc. Bonjour Jordan et merci pour l'invitation. C'est toujours particulier de se retrouver face aux caméras, face au micro, parce que je suis plutôt un homme de l'ombre. Oui. C'est vrai. On oublie, on le dit. C'est vrai. Il faut le dire. Hein. C'est vrai. Et donc, c'est pas un exercice facile. Alors, c'est facile de mettre les autres en scène, c'est facile de les mettre face à la lumière, mais quand c'est son tour, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc, merci. Pas de stress, t'inquiète, ça va bien se passer. Il n'y a aucun stress, et bien au contraire, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un exercice dont nous, les réalisateurs, monteurs ou autres, dont on a l'habitude. Écoute, je te le redis encore, je suis ravi de l'invitation. Cool. Donc voilà. Alors pour me présenter rapidement, donc Abdou Diallo, donc j'ai un passé de cadreur, puis monteur et enfin réalisateur. Ça fait 22 ans exactement que je suis dans le métier de la vidéo, de la réalisation en général. Alors je suis un petit peu connu, on va dire, dans le milieu lyonnais parce que j'ai travaillé pendant 17 ans pour l'Olympique lyonnais où j'étais en charge de différentes émissions pour l'OL TV. Mm-hmm. Et j'étais aussi en charge de tout ce qui était animation, jour de match. D'accord. Donc avec la gestion des écrans géants et des animations jour de match. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 17 ans pour l'Olympique lyonnais. En parallèle, j'ai quand même beaucoup travaillé aussi pour différentes chaînes de sport. Canal+, Bein, la chaîne L'équipe, etc. Sur d'autres sports. Donc aujourd'hui, et depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis réalisateur. Et du coup, réalisateur, puisque la plupart des gens qui nous écoutent sont des chargés de com, des directeurs communication, c'est un métier qui leur est peut-être pas forcément très familier. Ça fait quoi un réalisateur ? C'est quoi le métier de réalisateur finalement ? Le réalisateur, pour moi, c'est un chef d'orchestre. C'est celui qui fait vivre les cadreurs, les ingénieurs du son, les commentateurs, les techniciens, faire travailler tout ce beau monde pour faire en sorte que l'émission, au final, puisse se réaliser. Mm-hmm. Voilà. Donc, l'analogie avec le chef d'orchestre, c'est vraiment ça, parce que chacun doit jouer sa partition. Et tu dois accompagner tout ce beau monde pour qu'à la fin, on ait un beau bébé, une belle émission avec la plus belle lumière, avec les plus beaux cadrages, avec un son qui soit le plus nickel possible. Faire en sorte que ce qui avait été réfléchi en amont, c'est-à-dire que d'un point de vue artistique, technique et de manière éditoriale, puisse vraiment se réaliser. Donc voilà, mon travail, c'est de faire en sorte d'animer tout ce beau monde et de faire en sorte que le résultat soit le plus magnifique possible. Et est-ce que le réalisateur intervient aussi sur l'amont, sur la DA d'une émission ou sur l'édito d'une émission, ou alors il intervient qu'au moment, on va dire, de l'enregistrement ou du shooting pour diriger ? Écoute, ça dépend des projets.
Tu as des projets où, évidemment, on met tout de suite le réalisateur en amont du projet, où c'est lui qui va accompagner toutes ses équipes, même au niveau de la direction artistique, qui va être vraiment un acteur essentiel du projet. Voilà. Et parfois, il va se retrouver comme un technicien. C'est-à-dire qu'à un moment, on va juste lui donner les clés pour faire en sorte de répondre au cahier des charges qui a déjà été mis en place par la production ou par une équipe de DA, etc. Et voilà. Donc voilà, tout dépend du type de projet et tout dépend, on va dire, de l'envergure du projet ou de l'émission qui est à mettre en place. C'est un métier que l'on voit beaucoup, notamment à la télé. Le métier de réalisateur, c'est vraiment très télé, entre guillemets. Nous, c'est vrai qu'on est plus, on va dire, des créateurs de contenu, puisque voilà, on n'est pas du tout réalisateur. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du milieu de la télé, de la production à la télé, comment ça se passe, c'est quoi les ressources? Tu parlais d'ingé son, nous, typiquement, je prends l'exemple de Jumpstart, quand on va vendre une vidéo à un client, c'est un gars qui fait tout, qui fait le son, qui fait la lumière, qui fait la vidéo. À la télé, les rôles sont beaucoup plus scindés, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces ressources, de ces différents finalement profils et du matériel aussi, parce que nous, Jumpstart Studio, on peut faire ça parce qu'on a du matériel léger. À la télé, j'ai pu voir notamment à l'OL, le matériel, il est complètement différent. Donc, on s'en sert pas comme ça, quoi. Effectivement. Alors, là-dedans, il y a une idée. C'est l'idée. Alors, le mot, c'est du broadcast. Voilà, ce qu'on appelle du matériel professionnel. Et pour donc ce matériel, effectivement, il faut une équipe spécialisée dans chacun de ces domaines. Alors c'est pour ça qu'un budget télé ou d'émission devient tout de suite hyper conséquent parce que évidemment, tu as du monde. Tu te retrouves rapidement, alors même si aujourd'hui on a de plus en plus de caméras remote, initialement, tu te retrouvais comme avec une équipe de cadreurs. Selon le dispositif dont tu peux avoir, donc ça peut être 2, 3, 4, 5, voire 10, 12 cadreurs que tu accompagnes tout au long de l'émission. Tu vas avoir les ingénieurs du son, comme je te disais, qui vont s'occuper de mixer, de gérer tous les lancements, des jingles, etc. Donc voilà, donc ça c'est encore un métier à part. Tu vas avoir aussi toute la partie technique, purement technique, pour la diffusion, pour être sûr que tes sujets, que tes éléments soient bien envoyés. Voilà, et surtout bien retransmis sur la chaîne de télé. Voilà, effectivement. Il te faut toute une équipe, il te faut aussi une équipe technique, des techniciens pour ça. Et souvent aussi, on est accompagné de ce qu'on appelle, nous, un truquiste qui va s'occuper du mélangeur et qui va faire tous ces éléments graphiques à l'intérieur de mélangeur où on va créer, tout ce qui est double fenêtre, triple fenêtre. Les ralentis, etc. Où tu vas avoir encore un autre opérateur dans ces cas-là. Donc, effectivement, pour une émission de télé, comme tu peux voir, il y a du monde, il y a énormément de... Donc, ça fait que tout de suite, le budget est explosif, quoi. Par rapport à vous, je suppose. Oui, je me doute bien. La personne est, on va dire, multitâche. Écoute, moi, j'ai le souvenir... là, c'est marrant que tu me dises ça, mais à l'époque, même pour France 3 ou France Télévisions, quand on se déplaçait pour aller faire une interview, il y avait donc le journaliste, le cadreur, l'ingénieur du son, un mec à la lumière qui s'occupait de la lumière, et souvent c'était accompagné aussi d'un chargé de production, qui vérifiait tout ça. Donc pour une même interview où aujourd'hui vous êtes peut-être où on est tout seul, à l'époque il fallait 5 ou 6 personnes. Et encore maintenant, il y a certaines prods, on le voit, nous des fois on est sur des tournages pour l'OL ou pour d'autres, où nous on va filmer des TikTok, donc des contenus pour les réseaux, donc on est tout seul, des fois même avec notre iPhone.
Quand t'as Adidas qui arrive, ils sont 40, je pense qu'ils ont ce mode de format-là, réalisateur et cadreur, etc. Tu dis, ah ouais, bon, bah, à côté, ça fait un peu amateur, entre guillemets, mais ce qui n'est pas le cas. Mais c'est juste que c'est des tournages qui nécessitent, comme tu dis, beaucoup de ressources, et surtout les enjeux entre un TikTok et une campagne publicitaire d'Adidas qui sera diffusée partout dans le monde, ils sont pas les mêmes non plus, quoi. Donc il faut aussi relativiser Et bah, il te faut des techniciens, et pour avoir ces techniciens, bah, il faut avoir des gens qui sont spécialisés dans ces domaines-là, et évidemment, bah, voilà, il te faut du monde. éviter au maximum aussi les louper, quoi, parce que Tu peux pas à imiter un TikTok, t'es tout seul, bon, t'as les athlètes, tu dis, oh bah désolé, je me suis raté, allez, on refait vite fait, il y en a pour 5 minutes. Quand c'est une campagne publicitaire, c'est un peu plus délicat, quoi, parce que chaque plan est pensé vraiment très précisément. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple donc toi, tu réalises encore certaines émissions, notamment sportives, du coup, à la télé. Un exemple de dispositif pour un live télé. Quand je parle de dispositif, c'est, voilà, tu parlais d'ingé son, c'est combien d'ingé son, c'est combien de cadreurs. Alors ça dépend, je suppose que chaque diffusion est différente, mais est-ce que tu as un peu un truc un peu type typiquement pour rendre possible la diffusion d'un match de basket ou je ne sais quoi. Alors c'est très difficile de te répondre comme ça, parce qu'en vérité tout dépend de la production et forcément des moyens qu'on y met. Par exemple, un match de Ligue 1, un match premium, voilà, tu es dans des budgets qui sont complètement dingues, avec 10, 12 voire 4 heures. 3 ou moins 4 opérateurs LSM. Ok. Bon, voilà. Donc LSM, c'est les opérateurs magnéto qui envoient les ralentis. Ok. Ah oui, donc là, ils ont les super caves en plus à 1000 Exactement. FPS ou je sais pas quoi. Donc après, toute une ribambelle de techniciens, une ribambelle aussi d'assistants cadreurs pour accompagner les cadreurs. Pour porter le fil. Exactement. Ça, je pense que tu dois le voir. Voilà. Exclusivement aussi beaucoup pour la portable, tu sais, qui va faire les interviews bord terrain. Voilà, avec tout le reste, donc on arrive avec, tu sais, des gros camions, des semi-remorques, voilà. Donc voilà, donc là, typiquement pour un match de Ligue 1, on est sur une config qui est complètement folle. Voilà. Mais voilà. On va dire, pour un match simple, ou typiquement comme j'ai pu faire la semaine dernière pour un match de handball féminin, on était sur une configuration avec 4 caméras. D'accord. Plan large, plan serré, une qui était en bord terrain et ce qu'on appelle une pêcheur qui était dans la tribune. D'accord. Avec des cadreurs ou des caméras remote on avait 3 cadreurs et une caméra remote. Ok. Donc voilà, un opérateur ralenti, un technicien, un ingénieur du son, et avec une spécificité particulière, c'est que pour le hand, tu sais que pendant les temps morts, voilà, on va mettre faut un perchiste, un perchiste, voilà, un perchman qui va chercher du son, plus un camion qui s'occupe de la transmission et qui envoie le signal. Donc voilà, là c'est une configuration un peu qui est complètement light, mais parfois tu peux avoir des prods où tu n'as que 2 caméras. Donc évidemment, voilà, ça réduit le budget et aussi le fonctionnement, et forcément la qualité du produit, parce que plus tu as d'équipes, plus tu es capable d'avoir des ralentis, plus tu peux proposer des choses aux téléspectateurs, et c'est ça qui est très important. Et du coup, pourquoi donc là on parle beaucoup de télé, notamment de diffusion sportive en live. Ouais. Pourquoi une marque aurait besoin d'avoir un tel dispositif pour créer une vidéo ou créer une émission ou faire un live? Tu penses que c'est quoi, par exemple, quand tu vois Adidas qui débarque avec 40 personnes sur un tournage, quand tu vois maintenant ce qui est possible de faire avec l'évolution matérielle qu'il y a eu ces dernières années, pourquoi ils continuent à mettre en place ce genre de... Alors, t'as peut-être pas la réponse, mais selon toi, c'est quoi qui les pousse à continuer à
à mettre en place ce genre de dispositif-là? Alors pour moi, il y a 2 choses. Sur l'utilisation quand même du matériel, il y a des fois un matériel de pointe où il faut quand même un technicien qui soit en charge et qui soit capable d'utiliser ce type de caméra, parce que si tu utilises par exemple une RED, il va falloir un technicien qui soit vraiment capable de pouvoir l'utiliser. Ça va demander aussi une vraie photographie, c'est-à-dire qu'il va vraiment créer une lumière, une ambiance. Et ça, il te faudra aussi... C'est pas donné à tout le monde non plus. Exactement, donc il te faudra aussi un technicien dans ce sens-là. Si tu as réfléchi avec tu as ton scénario, il y a aussi peut-être des décors, des choses comme ça. Donc il va falloir toute une équipe pour pouvoir accompagner tout ça. Et ce qu'il faut penser, c'est qu'une vidéo, même dans ce sens-là, tout a été pensé jusqu'au costume. Donc il faut bien une personne pour accompagner, autant sur la coupe de cheveux, etc. Donc donc c'est-à-dire qu'à un moment, même sur le son, tu peux pas dédier la tâche à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux que la chose soit faite correctement et avec certitude d'un maximum de qualité, il faut mettre une personne à cette tâche-là, parce que c'est un métier à part entière. Autant sur la partie prise de son, mais aussi sur cette partie lors du tournage du mixage aussi, parce qu'il y a aussi toute cette partie où il faut faire attention peut-être au bruit ambiant, etc. Donc à partir de là, tu es obligé d'avoir des personnes spécifiques à chaque tâche, quoi, pour chaque élément, voilà. Et ouais, du coup, en fait, c'est finalement quand tu as des tournages de grande envergure avec du matériel. Exactement. Qui est quand même assez technique. Typiquement, nous, on utilise un Sony A7S III. C'est une caméra qui est, on va dire, facile d'utilisation. Enfin, entre guillemets, n'importe qui, entre guillemets, peut utiliser un A7S III. Tu le mets en full automatique, ça peut quand même faire des belles images. Oui. Demain, on fait un tournage avec une RED. Directement, tu multiplies déjà peut-être par 2 ou par 3 le nombre de personnes qui vont devoir s'occuper de la caméra, quoi, parce que tu as le chef-op qui porte la caméra, tu as le réal qui regarde à l'écran que les plans correspondent bien à ce qui a été prévu de base. Tu as peut-être l'assistant qui vient changer les batteries, qui vient tout ça, parce que le chef-op, faut vraiment qu'il se concentre sur son cadre. Et du coup, forcément, ça, c'est que pour, on va dire, la caméra. Après, t'as pareil pour le son, t'as pareil pour... Exactement. Il suffit que t'aies des plans un peu techniques avec des poulies, des choses comme ça pour réussir à avoir des travelling ou je ne sais quoi. Exactement. Il te faut un électricien, etc., etc. Et du coup, ça va vite malgré tout, quoi. Ça va très, très vite. Et du coup, nous, Jumpstart, comme tu le sais, on fait quand même plus des contenus, on va dire, digitaux. Oui. Petite équipe, etc. Toi qui es dans ce métier depuis longtemps, comment tu as vécu l'évolution du métier avec, on va dire, la miniaturisation du matériel, avec l'arrivée des réseaux sociaux qui aussi révolutionnent pas mal tout le milieu finalement, parce qu'aujourd'hui on arrive avec des petites caméras et du coup avec un seul gars à avoir une qualité d'image qui se rapproche de plus en plus des caméras ultra perfectionnées. Donc comment toi tu as vécu ces changements-là et qu'est-ce que ça a changé dans ton métier ? Alors moi, ce que j'ai vu, c'est vrai que c'était très intéressant, c'est une démocratisation des contenus. Et aussi de nombre de cadreurs, de réalisateurs, des gens qui ont pu s'insérer dans cette activité, ce qui était au début quasi pas impossible, mais très peu. Ah, c'était une petite niche, une petite niche où il fallait passer, voilà. Donc c'était assez compliqué. Et donc démocratisation de la réalisation. Le deuxième point, ça a été une véritable innovation sur les contenus. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui, autant sur les formats, sur la durée des formats, etc., où vraiment, ça a été des claques. Le troisième point, je te dirais comme ça, qui me vient en tête, c'était...
Alors, c'est plutôt lié un peu à dire à du marketing et peut-être sur la manière dont on pouvait réaliser toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment, le financement à la télé est assez particulier, c'est assez lourd. D'accord. Et très rapidement, tu pouvais te retrouver à pouvoir promouvoir des produits ou des choses tout simplement, tu vois, via les réseaux. Avec ton téléphone. Téléphone, etc. Et d'un coup, multiplier ton branding à toi ou d'une personne ou d'une entreprise hyper facilement et hyper rapidement. Et là-dessus, ça a été pour moi une vraie révolution. Voilà, mais après, voilà, pour moi, ce qui a vraiment changé tout, c'est aussi sur la manière dont on raconte les histoires, sur le storytelling. Tu te rends compte qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus immersif, des choses beaucoup plus personnelles, voilà, où tu engages beaucoup aussi ta communauté. Et là, je reviendrai, je vais aller aussi sur ce point-là où il y a eu vachement d'interactivité. Et ça a été, voilà, moi j'ai trouvé ça complètement génial. Et c'est vrai que ça a bouleversé complètement la télévision, où on était l'habitude sur des formats, 13 minutes, 26, 52. Voilà, c'était complètement dingue là-dessus. Et juste donc pour revenir sur le premier point où il y a une démocratisation complète, tu t'es retrouvé avec plein de gens qui, un peu du jour au lendemain, grâce à des outils, que ce soit le téléphone, grâce à des tutos ou des applis de montage super simples, via même CapCut ou des choses comme ça, on réussit en plus avec un petit peu de créativité, de malice à faire des choses extraordinaires. Je trouve aussi que ce qui a beaucoup changé, c'est un peu l'avènement des créateurs de contenu sur Internet, des mecs comme Squeezie ou Cyprien, qui réussissaient à faire des millions de vues là où auparavant c'était un peu réservé à la télé d'avoir ce genre d'audience, avec une simple caméra dans leur chambre, quoi. Les mecs, ils n'ont jamais fait d'école de cinéma ou d'école de vidéo. Ils se filment dans leur chambre, ils font un peu des trucs drôles, des divertissements, comme tu dis, très naturels, très authentiques, et ils arrivent à faire des millions de vues. Et du coup, là, c'est en train de se rabibocher un petit peu. Il y a la télé, et les influenceurs sont en train de se rapprocher un peu, mais il y a eu un moment donné où c'était un peu la guéguerre, quoi, et les personnes qui étaient dans la télé avaient du mal à comprendre pourquoi ces gens-là, ça fonctionnait aussi bien. Maintenant, c'est en train de se rassembler un petit peu et ils ont compris que voilà. Mais je pense que ça a aussi beaucoup changé le métier, de se dire que il y a des gens avec une caméra dans leur chambre, ils peuvent faire autant de vues qu'une émission de télé où le budget de la prod, il est, mais comme tu le disais, assez important. Et ça, je pense que ça a dû être quand même une sacrée claque aussi pour des personnes, pas forcément pour toi qui étais sur le terrain, mais pour des gens qui sont dans le milieu de la télé, un peu, on va dire, dans le business, entre guillemets. Ça a dû être une sacrée claque pour eux, je pense. Oui, évidemment, mais après, comme tout changement, mais après, pour moi, là, moi je te le dis, je reviens, ce qui a été intéressant, c'est que tu te rends compte que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces formats marchent. Voilà. Et après, tu comprends que toi, en tant que réalisateur, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu es sur les fondements et tu te dis, voilà, en termes de storytelling, qu'est-ce qui a fonctionné ? Ouais, bien sûr. Et c'est là que tu dois apporter quelque chose, et c'est là que tu dois amener à changer certaines choses, même dans ta pratique, et même dans ta façon de faire. Et tu te rends compte que finalement, peut-être que c'est vachement plus simple de partir avec une caméra, avec des GoPro ou tout ce que tu veux, faire quelque chose de vachement plus flexible, d'accord ? Et tu te rends compte que tu arrives à raconter quelque chose de manière peut-être complètement différente, ce que je te disais tout à l'heure, peut-être de manière vachement plus immersive. Plus naturelle aussi, je pense. Naturelle, voilà, exactement. Et là, d'un coup, tu te rends compte que c'est ça que les gens aussi cherchent, et qu'il y a une certaine forme d'authenticité que les gens ont besoin. Et là, tu peux l'avoir plus naturellement et plus facilement quand tu es avec peut-être un outil un peu plus léger, etc., etc. Non, mais déjà, rien qu'imagine, tu as une interview, tu arrives avec une équipe de 6 personnes, tu te pointes chez la personne, le mec il prend peur, il est plus tout naturel, ça fait tout de suite un peu plus...
un peu plus peur, quoi, tu vois. Alors que si t'arrives avec, comme le gars, là, j'irai dormir chez vous avec tout ton attirail, là, et t'es tout seul, en fait, la personne, elle est plus à l'aise. Bon, quoique, non, j'irai dormir chez vous, c'est peut-être pas le bon exemple, parce qu'avec tout son truc, t'arrives avec une caméra, le mec, ouais, ça va, c'est qu'une caméra, il peut plus facilement l'oublier, finalement. Exactement. Donc, voilà. C'est pour ça que je te parle beaucoup de flexibilité, des choses comme ça, parce que c'est ça que ça nous apprend à faire. Et donc, alors, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais moi j'ai trouvé que finalement, c'est vrai que ça nous sortait complètement de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et tu te rendais compte que ceux qui avaient l'habitude de travailler avec un ingé son, avec toute une équipe, tu étais obligé de le repenser parce que de toute façon, de manière concrète, on voyait qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir autant de personnes pour pouvoir faire du bon contenu. D'accord. Je ne dis pas que ton contenant peut être, en termes de qualité, peut-être un peu moins joli parce que tu n'as pas peut-être une super lumière, etc. Mais ton contenu est hyper intéressant, hyper riche, et en plus tu t'identifies hyper facilement comme ça. Ça fait plus naturel. Ouais. Exactement. Mais de toute façon, c'est un vrai sujet. Hein. Même nous, des fois, on se dit, en fait, des clients nous disent, en fait, non, on va pas les mettre même des fois 3 000 € dans cette vidéo. On va la faire nous avec notre téléphone, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, entre guillemets, tu vois. Donc il y a une vraie évolution des mentalités avec notamment les réseaux sociaux qui font que, vu que tout le monde peut faire son contenu, il y a même du contenu amateur que tu fais chez toi dans ta chambre avec ton téléphone qui fonctionne très très bien. Et du coup, ça, les entreprises commencent à aussi l'intégrer, commencent à le comprendre. Mais ça a des limites parce qu'on le voit, par exemple, les créateurs de contenu. Au tout début, c'était dans leur chambre, ils installaient une caméra, tout ça. Après, ils ont voulu faire des projets de plus en plus ambitieux, des vidéos de plus en plus qualitatives. Et aujourd'hui, quand tu vois les productions qui te sortent, par exemple, pour des live Twitch, c'est des talk shows avec une vraie prod, une équipe en régie, avec ou même il y a des formats, des clips vidéo là, que Squeezie peut faire. C'est des équipes de 30, 40, 50 personnes sur le tournage. Donc, finalement, on y revient aussi un petit peu, c'est-à-dire que au début, il y avait vraiment cette ambivalence entre les mecs qui sont tout seuls dans leur chambre, etc., et t'as la télé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les créateurs de contenu, parce qu'ils ont aussi un peu plus de moyens, et je pense qu'ils veulent aussi se faire plaisir aussi, finalement, ils font des projets de plus en plus ambitieux en termes techniques. En termes techniques, oui, mais j'en reviens à ce que je te disais au tout début, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu réfléchis en amont à ta stratégie, à ce que tu veux mettre en place, que tu réfléchis à tes plans, etc., etc. Et si tu veux faire, par exemple, même un plan particulier, même via des drones ou tout ce que tu veux, qui passe par tel endroit, etc., et ça, si c'est pas réfléchi en amont, ça peut pas fonctionner. D'accord ? Il te faut choisir le lieu, il te faut choisir plein d'éléments. Si tu veux raconter quelque chose, il te faut peut-être des figurants, etc., etc. Et donc tout ça, ça appelle une production. Et si tu appelles une production, il te faut du monde. Donc voilà, moi c'est pour ça que ça m'étonne pas, parce que je pense qu'on en parlera après, mais ce qui est important, ce que les gens, il faut qu'ils arrivent à comprendre, c'est qu'on fait jamais les choses par hasard. Que tout, on essaye surtout en termes de vidéo, comme il y a un budget derrière et qu'il y a de la prod, on essaye de faire en sorte de rationaliser un maximum de choses entre la pure technique et la partie aussi artistique. Et c'est que des arbitrages qu'on fait là-dessus sur ces deux thèmes. Et l'idée, des fois, tu aimerais faire un truc hyper incroyable, etc. Mais au niveau purement artistique, mais techniquement, c'est un peu compliqué. Ou autrement, ça nous demande tellement de moyens qui sont incroyables que c'est pas possible de le faire, etc. Donc, tu vois, c'est tout le temps un arbitrage là-dessus. Nous, en tant que réalisateur, c'est de trouver, c'est de trouver le juste milieu entre les deux et de faire en sorte qu'on arrive à faire que cette partie artistique, qu'on puisse l'apporter, et en essayant d'apporter les éléments techniques.
Je sais pas si je suis assez clair. Non, j'ai compris. Et ça, pour ça, tu as besoin de personnes comme nous qui t'emmènent à réfléchir, à penser tout ça et à voir de quelle manière ça peut être fait. Et toi, tu fais aussi à côté, tu maîtrises aussi, tu fais aussi de la prod de ton côté, du montage, tu parlais de montage. Tu continues à en faire ou maintenant tu es juste le chef d'orchestre de grosse équipe? Alors moi, je continue encore à faire du montage, parfois avec selon les domaines, selon les demandes, pardon, et surtout selon les budgets. c'est toujours la même chose. Quand il y a des budgets qui sont un peu ric-rac, où tu peux pas prendre un monteur spécialisé, comme j'ai cette compétence et que je suis passé par cette case-là, évidemment que je la prends parce que ça allège le budget de la prod. Ok. Et du coup, toi, plus récemment, Abdou, tu es passé un peu de la réalisation à la communication de manière plus globale. Pourquoi tu as fait ce choix? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi tu as eu cette envie-là? Et du coup, qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte? Écoute, je te remercie de poser la question. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'après 17 ans de l'Olympique Lyonnais, et après avoir fait quand même le tour, et c'est vrai que la période du Covid est quand même aussi passée par là, j'avais envie de changer, j'avais envie d'avoir quelque chose qui avait un peu plus pour moi aussi de sens, et voir comment je pouvais accompagner des entreprises avec toute l'expérience que j'avais. Et donc voilà, donc j'ai fait le pari à un moment de sortir un peu de la partie broadcast pure télévision pour aller vers la communication et l'accompagnement d'entreprises plutôt type BTP, voilà, où je les ai accompagnés sur de la communication. Écoute, c'était hyper enrichissant. C'est hyper enrichissant comme expérience parce que je pense que ça doit être la même chose pour toi. C'est qu'il faut que tu sois complètement tout le temps à l'écoute. C'est vraiment de l'écoute active à 2000% parce qu'il faut vraiment comprendre les besoins, comprendre vraiment toutes les parties prenantes de l'entreprise, les enjeux. Et moi, j'ai trouvé ça complètement dingue. Ce que j'en retiens aussi, c'est que pour beaucoup d'entreprises, la difficulté pour eux, c'est comme ils n'ont pas l'habitude de travailler dans de la communication ou faire des choses, même par rapport aux réseaux sociaux, etc., c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour eux. Et ce dont j'ai remarqué, c'est que pour certaines, ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont besoin quand ils commencent à faire de la communication, c'est de la constance, c'est de la régularité. C'est pas ils vont commencer quelque chose tout de suite, qu'ils vont avoir des résultats là à l'instant T. Et ça, il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui se fait avec le temps, qui s'accompagne, et c'est une stratégie qui se fait comme ça avec le temps. Puis c'est même parfois compliqué de mesurer le retour sur investissement vraiment très très précis de la communication que tu mets en place sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une part d'inconnu. On ne peut pas s'engager en dire ok, vous allez mettre X euros, sauf si on fait un peu d'ads, mais sans ads, si c'est que de l'organique, tu as une part de hasard, une part de chance, une part où c'est compliqué de t'engager sur des résultats finalement aussi. Exactement. Alors ça, c'est hyper difficile et c'est encore plus difficile parce que tu vois, la plupart du temps, ils ont besoin d'un ROI. Ils ont besoin d'un retour sur investissement. Ils ont besoin de savoir, tiens, si je fais une vidéo, comme tu disais tout à l'heure, à 3 000 euros, qu'est-ce que je peux avoir comme type d'engagement? Quel résultat je peux avoir? Ça, on en est incapable. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont se faire, mais qui vont se faire dans la durée. Et c'est quelque chose qui se fait qui est de longue haleine en vérité. Ouais, c'est un marathon quoi. C'est un marathon, voilà. Et voilà, parce que derrière ça, c'est aussi tout un travail qu'on fait autour de la marque, de la stratégie, et ça se construit. Et ça se construit encore d'autant plus qu'aujourd'hui, comme il y a une véritable interactivité avec la communauté, on a des retours un petit peu, tu vois, un peu en live, en direct. Donc, si tu veux, même si tu as prévu certaines choses, tu vois qu'en fonction de
comment ta communauté ressent certaines choses, ça évolue. Tu peux adapter le tir, ouais. Et t'adaptes vachement le tir. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et comme je te le dis, oui, la plus grande difficulté, elle est là. C'est vraiment de leur faire comprendre que on peut pas faire aussi tout et n'importe quoi. C'est qu'il faut aussi de la cohérence par rapport à leur image. Et parfois, ils pensent que, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être simple de prendre juste un téléphone et d'aller filmer. Et d'ailleurs, je leur dis toujours, mais c'est quoi le sens et c'est quoi le but ? Oui, quel est l'intérêt ? D'accord ? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire s'inscrit même dans une stratégie à court terme, à moyen terme ou à long terme ? Mais quel est l'intérêt ? Pourquoi ce poste-là ? Et tout ça, il faut les emmener aussi à réfléchir, à penser. Et tout ça, comme je te dis, ça prend du temps. Et c'est pas parce qu'on est flexible que il y a un temps qui est quand même incompressible, c'est le temps de la créativité. C'est-à-dire que, ok, tu veux quelque chose d'innovant, mais à un moment, il faut prendre le temps d'y réfléchir, d'y penser, d'avoir l'idée aussi. D'avoir l'idée. Et ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. Ou alors c'est rare, mais oui, souvent c'est de la réflexion, c'est de la veille, c'est de l'inspiration, c'est aussi être clair sur les objectifs, sur les cibles, sur aussi les budgets, parce que comme tu disais, tu parlais de l'artistique versus la technique, t'es aussi vite limité dans ton idée, entre guillemets, par rapport au budget que l'entreprise peut y allouer. Tu as des idées, on peut tous en avoir des idées si le budget il est illimité, mais des fois, il faut aussi être cohérent par rapport à tes moyens et tes ressources. Parce que l'argent, c'est une chose, mais tu as aussi les ressources en interne. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, en tout cas quand on va faire des propositions sur les réseaux sociaux, vaut mieux publier peut-être moins, mais meilleure qualité, avec des belles vidéos, enfin des trucs quand même à minimum travaillés. Même si c'est au téléphone, tu peux faire une très très belle vidéo avec ton téléphone, mais avec, comme tu dis, un peu de sens, un peu de réflexion derrière, plutôt que dire allez go, on y va, on n'a pas beaucoup de budget, mais du coup on va quand même publier 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, tant pis, on va faire la fête des mères, les machins. Enfin, des fois il y a des gens qui vont sur les réseaux et ça n'a aucun sens, quoi. Donc c'est assez long de le faire comprendre, et puis en fait ils ont l'impression que plus ils vont poster, plus il y aura des résultats, alors que moi ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est les réseaux sociaux, c'est avant tout de l'image finalement, c'est aussi comme tu dis, un peu de branding, te faire connaître, ok, mais c'est surtout l'image que tu vas véhiculer. Aujourd'hui, quelqu'un voit Jumpstart Studio, ou entend parler de Jumpstart Studio je ne sais où, son premier réflexe, ça va être d'aller sur Google, d'aller chercher Jumpstart Studio, ou même d'aller sur Insta, d'aller chercher Jumpstart Studio. J'ai même vu une étude récemment où les jeunes, maintenant, ils vont sur TikTok, c'est leur moteur de recherche TikTok. Donc, ils vont sur TikTok, ils mettent la loupe et ils recherchent, etc. Et finalement, c'est comme ça c'est la première image qu'ils vont avoir de l'agence. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre un peu de ressources et un peu de moyens dans notre production de contenu, etc., sur les réseaux sociaux. Écoute, je vais aller même un peu plus loin parce qu'il y a l'image que tu véhicules à l'instant T, d'accord, ou à J+, parce que voilà, tu as quelque chose. Mais ce que les gens oublient complètement, c'est l'image que tu as laissée. Parce que tu peux avoir fait des productions ou certaines choses qui datent d'un an, 2 ans, 3 ans en arrière. Et ça reste. Et ça fait partie de ton image. Donc si ce que tu as mis ne fait pas partie d'une stratégie, je ne sais pas si tu sais ce que bien sûr, bien sûr. Et à un moment, ça peut te venir te porter défaut. Ouais, tu peux supprimer. Mais tu vois, supprimer ou te dire, déjà ce que vous faisiez à l'époque, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire, même dans la durée. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre aujourd'hui, évidemment, ce que tu postes aujourd'hui à l'instant T, mais avec l'idée aussi de qu'est-ce que ça va pouvoir faire dans 1 an ou dans 2 ans, parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui vont venir vous rechercher via un moteur de recherche, via même YouTube, etc., qui vont retomber sur une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Et si en termes de au-delà de la qualité, mais si le contenu, si ça n'a pas de sens et que ça ne correspond pas en plus à la stratégie de l'entreprise, ça peut être aussi problématique parce qu'on peut ne rien comprendre
à l'image qui est véhiculée, voilà, c'est ça, à l'image qui est véhiculée de l'entreprise. Donc voilà, donc c'est vachement important aussi de réfléchir vraiment dans cet espace-temps, quoi. Comment qu'est-ce que tu dirais à une entreprise qui hésite à faire des contenus, tu vois, à vraiment mettre en place une vraie stratégie de contenu, à créer du contenu? Je sais que dans ta précédente expérience, ils ont lancé un documentaire, là, j'ai vu une série documentaire. Peut-être que c'est toi qui as l'initiative, je sais pas. Ouais, c'est ça. Comment tu as réussi à les motiver à investir autant d'argent dans la production d'un documentaire autour de la vie de leur entreprise? Alors, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une histoire, il faut qu'il y ait un storytelling, il faut qu'il y ait quelque chose à raconter. Et quand tu arrives à choper les personnes sur ce que tu peux raconter, de la manière dont tu peux le raconter, et qu'ils arrivent à se projeter là-dedans, souvent c'est gagné. Voilà. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce dont j'ai toujours remarqué, c'est qu'il y a des gens qui sont incapables même quand tu leur proposes un projet, de le visualiser. C'est comme quand tu vas, ouais, c'est pas très concret, quoi. Et même quand des fois il y a des gens, tu vas leur montrer leur maison, leur appartement, tu vas dire, mais vous imaginez, votre cuisine, elle est comme ça, si on déplace ça à tel endroit, oh là là, ça va être génial, si vous ouvrez là, vous allez voir un truc. Mais ça leur parle pas du tout. D'accord ? Tant qu'ils n'ont pas le truc fini, etc. Et donc, moi, souvent, je leur propose quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais leur montrer à quoi ça va ressembler. Donc, tu fais un pilote je fais souvent un premier pilote. Ok. Voilà. Et ça leur permet vraiment de se rendre compte et de voir aussi comme ça la portée et tous les engagements que ça peut avoir. Et à partir de là, c'est vachement plus facile aussi de les embarquer. Mais évidemment, il faut pouvoir raconter quelque chose. Et pour raconter quelque chose, c'est un peu ce que je te disais, il faut que ce soit quand même... Aujourd'hui, on en a vraiment besoin, il faut que ce soit vraiment authentique, il faut que ce soit vraiment un petit peu... Voilà, vraiment, il faut qu'il y ait un peu une certaine originalité, mais qu'on ait vraiment l'impression que cette entreprise est à part, quoi. Et ça, faut les accompagner là-dedans, quoi. Et finalement, tu crées aussi, en faisant un projet comme celui-ci, là, qui est sur plusieurs années, je crois. Ouais, c'est ça, tu crées aussi un actif, finalement, dans ton entreprise qui va être là, comme tu dis, dans 10 ans. Les collaborateurs qui vont rejoindre cette entreprise, ils vont regarder ça et après, ce sera leur parcours d'intégration, quoi. Ils vont regarder tous les épisodes de la série et c'est leur parcours d'intégration, quoi. Mais d'ailleurs, même pour les salariés qui veulent rejoindre une entreprise, la première chose qu'ils vont faire, exactement comme toi, pour aller chercher des informations sur la personne, elle va aller sur Internet, vérifier l'état de Jump Start Studio. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc, il va aller voir tes vidéos, et même si c'est des anciennes vidéos, de voir comment tu mets en avant tes collaborateurs, de quelle manière, etc. Donc, c'est pour ça que tout ça est important. Et tout ça, comme je te le redis, ça s'inscrit dans le temps, ça s'inscrit dans une histoire. Et il faut bien comprendre que les grandes marques, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Voilà, on inventerait, je veux dire, Mercedes, voilà, c'est exactement la même chose. BMW ou d'autres marques travaillent là-dessus, travaillent sur leur histoire, sur leur archive, etc. Et du coup, là, Abdou, c'est quoi ton futur ? Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Qu'est-ce qui t'attend là pour cette année 2024 ? Alors cette année, je suis dans un nouveau domaine, mais qui est lié en vérité à tout ça. Et qui fait aussi partie de l'évolution de ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire de la télé, les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, donc j'ai monté une agence d'e-réputation et audiovisuelle où j'accompagne des sportifs. D'accord. De haut niveau. Donc évidemment, comme j'ai travaillé à l'Olympique Lyonnais, plutôt des sportifs, plutôt des footballeurs, même si j'ai d'autres sportifs, j'ai un golfeur, golfeuse, voilà, et un basketteur aussi qui fait partie de l'agence, où je les accompagne sur toute la partie hygiène numérique et cybersécurité et gestion de leur image, c'est-à-dire
de ce qu'ils ont pu poster, de ce qu'ils vont poster, mais de eux et aussi de leur entourage. Parce que, en vérité, ces personnalités sont des véritables cibles. Ils sont de plus en plus sollicités, même sur les réseaux. Ils sont de plus en plus attaqués, hackés. Et donc, ils ont besoin d'avoir une sorte de conciergerie un peu numérique premium. Voilà, donc je les accompagne là-dedans. Sur la gestion de leur image, sur la gestion surtout de leur image pour leur après-carrière. Voilà, en disant que ce qu'ils ont pu peut-être laisser ou traîner un peu sur les réseaux sociaux, de les accompagner pour faire en sorte que leur après-carrière soit un peu plus simple et plus douce, même quand ils veulent trouver du travail ou faire autre chose. Voilà. On voit des fois que d'ailleurs il y a des tweets, j'ai vu récemment là, sur Twitter des vieux tweets de footballeurs qui ressortent, où les mecs, des tweets d'adolescents, quoi. Après, on peut pas leur en vouloir pour ça, mais du coup c'est la preuve que finalement sur Internet, faut faire attention à tout ce que tu publies, quoi, parce qu'à un moment donné ou un autre, ça peut ressortir. Alors des fois ça ressort pas toujours, mais ça peut ressortir, quoi. Surtout quand tu es une personnalité publique. Exactement, surtout à leur niveau. Et au-delà de ça, c'est vraiment des cibles privilégiées parce que, comme tu peux le savoir, ils ont énormément, pour certains qui ont quand même de gros salaires, ils se font vite hacker par des personnes malveillantes qui peuvent qui peuvent hacker leur compte Instagram, etc., en échange de rançon. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, ou je travaille, ou je les accompagne, faire en sorte que pour eux et leur entourage, ce soit vraiment le plus clean possible, parce que aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir une hygiène numérique à l'instar d'une hygiène personnelle. C'est-à-dire que tu penses à te laver les dents tous les jours, il faut penser à changer tes mots de passe de manière régulière, etc. Après, ce qui me fait peur avec le fait de devenir un peu méfiant comme ça sur tout ce que tu publies, j'ai peur finalement qu'on perde l'authenticité, le naturel dont on parlait tout à l'heure, et que ça devienne un peu lisse, notamment pour les sportifs de haut niveau, et que les seules choses que l'on voit d'eux, c'est, là je te parle à chaud, mais les seules choses qu'on voit d'eux, c'est le dimanche soir, merci au public, merci pour ces 3 points, et tu vois qu'on n'est plus de... Parce que quand même, je trouve ce qui est bien avec les réseaux, c'est que t'as quand même la sensation que c'est un peu tes potes, quoi, tu vois, que t'as des relations de proximité, et j'ai peur que si ça devient un peu trop méfiant, on n'est plus ceux-là, mais après... Non, alors je te comprends tout à fait, et c'est pour ça que le travail, il n'est pas là, c'est vraiment de l'accompagnement après qui va un peu plus loin, c'est ce dont je te parlais en off. C'est vraiment accompagner même dans sa stratégie. Et c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses que évidemment que tu vas poster, mais qui correspondent à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, les personnes, leur communauté, ont quand même besoin d'avoir des infos. Et je trouve que là où c'est intéressant les réseaux sociaux, et surtout pour un joueur, c'est qu'il peut créer vraiment son propre personnage et sa propre marque, indépendamment du club, indépendamment de son agent, etc. etc. Il peut vraiment aller plus loin et pouvoir donner ce qu'il a envie de donner, mais tout ça dans une certaine forme de sécurité, sans qu'on ait besoin, sans qu'ils se disent si je poste ça, potentiellement on peut venir me cambrioler, me jacker, etc., etc. Et l'idée, c'est vraiment de l'accompagner là-dessus. Ok. Je sais pas si c'est un peu c'est très clair, voilà. C'est très clair. Écoute, Abdou, franchement, merci beaucoup. C'était super intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment sur le podcast. C'est super. C'était une belle discussion, c'était bien sympa. Moi, je vous dis à très bientôt. Je crois que c'est un épisode tous les 15 jours, normalement, si on arrive à tenir le rythme. Comme tu dis, la constance est le plus important. Il faut qu'on réussisse à tenir le rythme. C'est la plus grande difficulté. Donc, normalement, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Sur le terrain. N'hésitez pas à aller suivre Abdou Diallo sur LinkedIn. On te suit plutôt sur LinkedIn si on veut suivre. Je suis plutôt pas mal sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à venir me voir. Ouais. Ok, et merci beaucoup Abdou, et puis à très bientôt pour un prochain épisode peut-être. Merci à vous tous, merci. Ciao, ciao.